Toi, tu voudrais-tu payer 450 pour un immeuble, mais le vendeur en demande 525? Comment tu vas faire? Tu voudrais bien augmenter ton locataire du double de la recommandation du tribunal. Comment tu vas faire? T'aimerais ça que ton partenaire embarque avec toi dans ton nouveau projet, mais lui il aimerait ça aller vers un autre immeuble. Comment tu vas lui démontrer tes points? Tu veux peut-être faire des rénovations majeures, mais finalement ça dépasse ton budget. Comment tu vas y arriver? En immobilier, des situations comme ça, il va en avoir des centaines tout au long de ta carrière d'investisseur. Et la meilleure habilité que tu peux développer pour arriver à réussir, c'est la négociation. Oui, acheter un immeuble, c'est du bois, c'est de la brique, mais c'est avant tout des relations humaines. Et développer ton côté de négociateur, ça va te faire gagner énormément d'argent. Et ça tombe bien parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Salut tout le monde, ici Rémi. Ça fait longtemps que je voulais faire cette capsule-là sur la négociation parce que la négociation, c'est quelque chose qui touche non seulement l'immobilier, mais aussi toutes les facettes de notre vie, que ce soit en relation de couple, avec nos enfants, avec notre job, avec nos amis, bref, c'est présent partout. Donc aujourd'hui, je parle des principes de négociation au sens large, mais aussi comment les appliquer directement à l'immobilier. Je l'ai dit, ça fait longtemps que je veux faire cette capsule-là et je pense que c'est le bon moment parce que dernièrement, j'ai eu l'opportunité de croiser Fares Schmidt. Ce gars-là, c'est la référence dans le monde de la négociation. Il enseigne à des centaines de milliers de personnes comment faire et croyez-moi, il est solide, très solide. Si jamais vous avez la chance d'aller à une de ses conférences ou bien de lire son livre, n'hésitez pas, vous ne regretterez jamais de vous améliorer dans ce domaine-là de votre vie. Bref, de par mes expériences personnelles, mais aussi sur les recommandations de Fares, aujourd'hui, je vais vous parler de 5 trucs en négociation qui vont non seulement vous aider en immobilier, mais aussi plus large dans votre vie globale. Et là, petite statistique ici, il y a 56% des gens qui regardent la chaîne, mais qui ne sont pas abonnés. Donc vraiment, si vous aimez ce genre de contenu-là, ça me prend beaucoup de temps à faire. C'est gratuit, vous avez juste à vous abonner. Ça m'aide énormément, c'est très gentil. Et avec ça, on passe à la vidéo. Bon, donc juste avant de parler des trucs de la négociation, vous me connaissez, je vais revenir à la base et on va parler c'est quoi une négociation tout simplement. Une négociation, c'est quand même pas si sorcier que ça. Que ce soit un enfant de 3 ans qui veut avoir un dessert ou une compagnie internationale qui veut acheter son concurrent pour 22 milliards, les principes d'une négociation restent les mêmes. Pour que ça fonctionne, il faut d'abord avoir établi un but de notre côté. Ensuite, il faut qu'il y ait un échange durant un processus de négociation. Et enfin, il faut qu'il y ait un résultat gagnant-gagnant. C'est tout simple, mais si tu ne mets pas en place ces 3 choses-là, déjà, il y a peu de chances que tu arrives avec des résultats. On regarde rapidement chaque volet et on commence avec le but. C'est niaiseux, mais il y a beaucoup de monde qui se lance en négociation sans même s'être fixé des objectifs précis à eux-mêmes. Donc, la première chose, c'est vraiment de se demander qu'est-ce que tu veux. C'est quoi ton meilleur scénario? C'est quoi le pire scénario? C'est quoi les lignes rouges à ne pas franchir? Et là, quand tu vois un immeuble affiché à 525 000 $, avoir un but, c'est pas juste de dire « Ouais, je veux le négocier à 450. » C'est aussi de se dire « OK, allons-y pour 450, mais pourquoi? Et je me base sur quoi pour arriver à ce chiffre précis? Qu'est-ce qui fait que je suis prêt à aller de l'avant à 450, mais pas au prix affiché de 525 ou même à 475? Les gens ne réalisent pas à quel point une bonne négociation, ça se prépare bien avant d'être devant la personne. Tu dois être très bien préparé et c'est d'ailleurs un des points qu'on va pousser beaucoup plus loin au travers des 5 trucs. Le deuxième volet, c'est l'échange dans une négociation. C'est fou, je vois tellement de gens qui disent « J'ai essayé de négocier l'immeuble, mais il voulait pas baisser son prix. » Et là, moi, je demande « OK, mais comment t'as négocié? » Ben, j'ai fait une offre à 450. Là, il m'est revenu avec une offre à 510. Je me suis dit que j'allais faire mon bout de chemin puis que j'allais faire une offre à 460 pour augmenter un peu. Finalement, ben, il a refusé. Ben ça, c'est plate, là, mais je vous le dis, c'est pas de la négociation. Il n'y a pas eu d'échange, il n'y a pas eu de processus. Un échange, c'est de parler avec le vendeur, de parler avec le courtier et de parler en vrai, pas juste d'envoyer des courriels. C'est de réussir à aller chercher les informations, de comprendre leur propre but et aussi de comprendre leur vision. C'est seulement comme ça que tu vas réussir à obtenir ce que tu recherches. Mais là, il faut faire attention à une chose. Quand je dis que tu vas réussir à obtenir ce que tu recherches, je ne parle pas de te battre et de réussir à gagner pendant que l'autre y va perdre. Parce que le troisième point en négociation, et c'est un très important, c'est d'arriver avec des résultats qui sont gagnant-gagnant. Faire un compromis autant de ton côté que de l'autre côté, ce n'est pas nécessairement perdre. Ça reste quand même une façon de gagner quelque chose, même si dans le processus, il y en a peut-être un qui gagne un peu moins qu'il pensait ou qui va gagner d'une autre façon différente de ce qu'il avait entrepris au départ. Une fois qu'on comprend ces 3 bases de négociation, déjà on peut arriver avec des résultats vraiment surprenants.
Mais pour aller encore plus loin, voici les 5 trucs qui vont te permettre d'avoir des résultats vraiment intéressants, autant en immobilier que dans ta vie personnelle. Et là, il y a une sphère de notre vie où je sais qu'il n'y a quand même pas grand monde qui aime ça négocier, et je parle ici de tout négocier son prêt hypothécaire auprès de la banque. Parce que c'est compliqué, il y a plein de petites clauses, tu comprends pas vraiment de ce que tu parles, tu sais que tu peux négocier avec la banque, mais tu n'as aucune idée sur quel point tu peux négocier et tes marges de manœuvre. Tu dois envoyer une tonne de papier à toutes les banques dans le but de recevoir leurs offres. Bref, c'est quand même pas le bout le plus fun en immobilier. Mais là, si tu veux arriver au meilleur résultat possible sans te casser la tête, eh bien, ça tombe bien parce qu'il y a des professionnels pour ça, des courtiers hypothécaires qui vont s'assurer de tout négocier pour toi. Du monde comme Félix Bilodeau-Bergeron de chez Planiprêt qui vont non seulement te guider au travers du processus, mais aussi pour te représenter devant la banque et qui vont réussir à négocier pour toi, pour ton projet. Ces informations sont en description. Tu peux aussi aller t'abonner à son infolettre mensuelle pour avoir non seulement tout plein d'informations en immobilier, mais aussi pour participer à ses concours avec des très beaux prix. Maintenant, ça y est, on commence avec le premier truc et c'est le plus important en négociation. Et je parle ici de tout simplement arriver préparé. Et là, peut-être que tu te dis, bah, c'est un peu poche comme conseil, c'est bien trop de base. Si c'est vraiment ça le point le plus important, les autres, ça va être vraiment mauvais, ça vaut même pas la peine de continuer d'écouter. Écoute, je te dis ça de même, là, si jamais c'est ce que tu penses, eh bien peut-être que tu fais partie de ceux qui devraient vraiment continuer d'écouter. Parce que je pense que tu réalises pas à quel point la préparation, c'est une grosse partie de la négociation. En fait, il y a probablement 70% de tes chances de réussite finale qui vont dépendre de ta préparation. Donc, si tu réussis bien cette étape-là, ça devrait quand même pas être trop difficile pour le reste et voici comment bien se préparer. Premièrement, c'est simple, il faut bien te préparer toi. Donc, je l'ai dit tantôt, il faut préparer c'est quoi tes buts, tes maximums, tes minimums, les lignes rouges. Et il faut aussi réussir à développer ces raisons. Donc, à chaque fois que tu as un but, il va falloir que tu trouves 7 bonnes raisons pour ce but-là. Oui, 7, c'est beaucoup. Oui, il va falloir que tu te forces pour réussir à arriver à en avoir autant, mais en même temps, c'est grâce à ça que tu vas avoir des résultats. Donc, disons que tu veux passer d'un immeuble de 525 000 et le négocier à 450, eh bien, voici 7 leviers sur lesquels tu pourrais jouer dans la négociation. Si tu veux négocier une balance de vente, eh bien, voici 7 justificatifs que tu pourrais utiliser avec le vendeur. Si tu veux négocier qu'il doit faire partir un locataire problématique avant l'achat, eh bien, tu dois trouver 7 raisons qui vont être bonnes autant pour toi que pour lui. Bref, en ayant tout ça en main, ça t'apporte une confiance que peu importe comment la discussion avance, eh bien, tu as des ressources pour ramener la discussion vers tes buts. Là, c'est bien beau te préparer de ton côté, mais le deuxième truc important, c'est de connaître son interlocuteur, donc à qui tu parles. Et là, oui, c'est vrai, je parle de savoir c'est qui le courtier en avant de toi, c'est quoi son background, mais je parle surtout de connaître le vendeur. C'est qui en avant de toi? Est-ce que c'est un investisseur qui a fait des dizaines et des dizaines de transactions au travers des 50 dernières années? Ou c'est un jeune de 22 ans qui rêve de revendre son premier immeuble 2 fois plus cher que ce qu'il a acheté 3 mois plus tard. Et c'est important de le réaliser parce qu'une négociation, c'est différent avec tout le monde. On ne parle pas de la même façon selon la personne qui est en avant de nous. Donc le vendeur, c'est quoi son métier, c'est quoi son âge, il vit à quel endroit, il a acheté l'immeuble en quelle année, à quel prix. Trouver ça, ça ne demande pas des gros efforts. Toutes ces informations-là sont publiques et c'est pas difficile à trouver. Tu peux aller encore plus loin. Est-ce que le vendeur il est en couple? Est-ce qu'il y a des enfants? C'est quoi ses passions? Ça aussi, c'est encore très simple à trouver. Il n'y a rien de sorcier. C'est juste quelques recherches sur ton ordinateur. Tu n'as même pas besoin de parler à des gens à l'externe. Donc, il n'y a pas d'excuse d'aller chercher ces informations-là. Si tu fais un premier contact avec un vendeur sans tout savoir ça, c'est parce que tu n'es pas assez discipliné et que les résultats vont probablement être décevants. Et là, finalement, quand tu entres en contact avec le vendeur, il faut d'abord réussir à établir c'est quoi ses buts à lui. Si lui il demande 525 000 $ pour son immeuble, eh bien là, fais-le justifier son prix. Et le choix des mots ici est important. Fais pas juste demander « Pourquoi tu veux vendre 525 ?» Utilise plutôt une phrase du genre « Comment es-tu arrivé au prix de 525 000 $? Pourquoi tu n'es pas arrivé à 550 ou bien à 450 ?» Des phrases comme ça, c'est puissant parce que les informations qu'ils vont te donner, non seulement ça va être ta réponse, mais en plus, ça va être les raisons pourquoi derrière il veut faire la transaction. Est-ce qu'il vend seulement parce qu'il veut avoir de l'argent? Est-ce qu'il vend parce qu'il veut faire un autre projet? Est-ce qu'il vend parce qu'il veut s'enlever une épine dans le pied? Ou bien peut-être qu'il voudrait vendre aussi parce qu'il est en difficulté financière? De mon côté, une de mes meilleures négociations, et là c'est ma négociation, mais il y avait quand même un courtier vendeur et un courtier acheteur dans le projet.
Le vendeur et son courtier, au départ, ils demandaient 350 000 $, et là, mon courtier acheteur a fait quand même un bout de chemin et il a réussi à arriver avec un prix de 300 000 $ négocié en disant qu'il n'y aurait pas du tout moyen de descendre en bas de ce prix-là. De mon côté, même s'il y avait des courtiers dans le portrait, j'ai décidé d'appeler directement le vendeur. On reste des humains et on a le droit de se parler, et on est allé prendre un café ensemble au Tim. En parlant avec lui directement, je me suis rendu compte que le gars, il vendait pas dans le but de faire de l'argent. En fait, il vendait parce que sa conjointe avait eu un diagnostic de leucémie et son état se dégradait rapidement. Donc, son objectif était de vendre pour pouvoir passer à autre chose et passer du temps de qualité avec sa conjointe. Au final, en discutant avec lui, j'ai réussi à descendre d'un autre 50 000 $, donc je l'ai acheté pour 250 000 $, mais en plus, j'ai réussi à négocier que la maison restait tout meublée parce qu'il ne voulait pas s'occuper d'un déménagement ou de vendre des choses. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était retrouver du temps. Est-ce qu'il a été perdant? Non, pas du tout. Au notaire, quand on a signé, eh bien tout de suite après, il m'a donné une chaleureuse poignée de main. Il m'a remercié d'avoir acheté l'immeuble si rapidement et de lui permettre de tourner la page sur ça pour passer du temps de qualité avec sa conjointe. On est sortis tous les deux gagnant-gagnant selon nos objectifs et c'est comme ça qu'on réussit à avoir des résultats. Le troisième truc de négociation, c'est de réussir à écouter le silence. En fait, ici, ça regroupe deux techniques fondamentales en négociation, c'est-à-dire l'écoute active et le pouvoir du silence. Quand on négocie, c'est pas toujours de parler, d'expliquer ou d'essayer de donner le plus d'arguments possible pour défendre ses points. L'étape cruciale, c'est de réussir à laisser parler l'autre, mais surtout de l'écouter activement, réellement et de bâtir là-dessus. Et pour que quelqu'un parle, il n'y a rien de mieux qu'un silence. En fait, c'est un réflexe humain. Il n'y a pas beaucoup de monde qui aime ça quand c'est silence, ça crée un malaise. Donc, quand il y a un silence, les gens veulent parler pour le combler. D'ailleurs, c'est pour ça que le small talk existe et qu'on parle de météo. C'est pas parce que ça nous intéresse réellement, c'est juste pour venir combler le silence quand on ne sait pas quoi dire à l'autre. Mais là, durant une négociation, on ne va pas se mettre à parler de pluie et de beau temps, mais on va plutôt diriger les silences avec une question. Par exemple, si tu trouves qu'une personne n'a pas tout à fait répondu à ta question, eh bien, tu peux dire quelque chose du genre « OK, très intéressant, mais encore. » Et puis là, tu laisses tout simplement un silence. Tu vas voir, il y a comme un mini malaise qui va se mettre entre vous deux, mais là, il faut combattre l'idée de continuer à parler. Il faut plutôt attendre que l'autre continue de développer son idée. Le quatrième truc de négociation maintenant, c'est d'être confiant sans être arrogant et de rester flexible sur le chemin, mais ferme sur la destination. Et là, les tournures de phrases sont quand même très importantes. Au lieu de tout simplement dire ton idée, tu pourrais dire des choses comme ça. Donc, de mon côté, voici comment je vois ça et corrige-moi si je suis dans l'erreur. Et là, en apportant ça de cette manière-là, je vous le dis, ça va être une pépite d'or dans un monde de négociation. Ça va te permettre de t'exprimer librement comment toi tu vois ça au travers du projet. La deuxième chose, c'est qu'il va être entièrement à ton écoute parce que lui, il va chercher ce qu'il considère être une erreur pour pouvoir te relancer par la suite. Finalement, il va te revenir lui-même avec toutes ses objections et il va te revenir avec des raisons sur les erreurs qu'il a trouvées. Il va juste rester à piger dans les 7 arguments ou dans les 7 justificatifs que tu as préparés à l'étape 1 et ça va te permettre de trouver les meilleures solutions pour tous les problèmes qu'il va t'énoncer. Finalement, le dernier truc en négociation, et personnellement, c'est celui qui m'a servi le plus souvent, et c'est le truc de la poignée de porte. En négociation, même si on est pressé dans le temps, il ne faut pas le démontrer. Même si on sait qu'on a beaucoup à perdre, il ne faut pas non plus laisser transparaître ça. Il faut rester neutre et réussir à montrer que si on n'obtient pas ce qu'on veut avec la personne en avant de nous, eh bien on est prêt à se retirer et d'aller voir ailleurs. On appelle ça la technique de la poignée de porte parce que dans une négociation, c'est le moment où tu te lèves pour quitter, tu marches jusqu'à la porte et au moment où tu es prêt à quitter, c'est là que la personne te revient avec des nouvelles propositions. C'est vrai, cette technique-là, des fois, ça va faire que tu vas quitter pour vrai. Des fois, on n'aboutit pas à une situation gagnant-gagnante et on est obligé de partir, de laisser la situation. Mais montrer qu'on est prêt à se retirer, normalement, ça fait monter un stress du côté de l'autre partie et ça se met à vraiment faire bouger les choses. Personnellement, dans mes négociations, j'ai toujours un réel désintérêt du projet si jamais je ne réussis pas à avoir mes objectifs. Des immeubles, il y en a plein. Si je ne réussis pas à avoir cette négociation-là pour cet immeuble-là, eh bien, je vais me retourner et je vais aller en acheter un autre. Et ça se sent dans mes paroles. Donc, si la personne elle veut vraiment closer, eh bien, c'est elle qui doit venir me rejoindre et c'est pas moi qui dois aller de l'autre côté. Très rapidement, sommairement, voici maintenant 2 bonus et c'est très important. Le premier, c'est les suivis. Les suivis, c'est très important. C'est important d'être persévérant sans être insistant par contre. Dans une vie, les situations changent. C'est pas parce que ça ne marchera pas une fois
que ça ne marchera pas encore la deuxième fois. C'est important de faire des suivis. Sans ça, tu vas passer à côté d'une grande partie de la réussite de tes projets. Et bonus numéro 2, parlez toujours au conditionnel. Ça veut dire que si le vendeur vous pose une question, au lieu de lui répondre par oui ou non, répondez quelque chose du genre « OK, donc là, moi, si j'accepte ça, est-ce que toi, tu accepterais ça? » Et là, ça rouvre un monde de possibilités. Voilà, c'est vraiment une capsule remplie d'informations. N'hésitez pas à la réécouter pour réussir à bien assimiler toutes les subtilités quand on parle de négociation. Et écris-moi en commentaire ton meilleur truc, toi, pour tes négociations, ou c'est quoi le meilleur résultat que tu as eu suite aux négociations. Merci de ton écoute et bon succès!